Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. L'épidémie d'Ebola refait surface pour la 16e fois en RDC. L'annonce officielle a été faite ce jeudi 4 septembre par le docteur Samuel Roger Kamba, ministre congolais de la Santé. Lancement ce jeudi des activités de la commission permanente interministérielle chargée de la nationalisation de la parafiscalité. Le point dans ce journal avec la première ministre sur les défis auxquels la RDC est confrontée dans le secteur. À l'international, arrivée au Mali du lithium et l'or s'accompagne de nouveaux défis pour l'État. L'un d'eux réside dans la détermination transparente des prix de transfert sur un marché de lithium assez opaque. Les détails, vous l'aurez dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à nouveau. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a annoncé ce jeudi 4 septembre à Kinshasa la résurgence de la maladie à virus Ebola en RDC dans le territoire de Mouéka au Kasaï où un premier cas a été détecté. À ce jour, 28 cas dont 15 décès ont été enregistrés. Il appelle la population à la vigilance et au respect strict des mesures d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains. Patience Lokeke et Giscard Tamba. Pour la 16e fois, la République démocratique du Congo fait face à une résurgence du virus Ebola. La zone de santé de Boulapé, dans les territoires de Mouéka, province du Kasaï, est au cœur de cette nouvelle flambée épidémique. Selon le ministre de la Santé, le premier cas confirmé est celui d'une femme enceinte de 34 ans décédée en août dernier. Son décès marque le point de départ de cette 16e épidémie d'Ebola enregistrée dans le pays. Depuis, il s'agit ici de la 16e épidémie enregistrée dans notre pays de ce virus Ebola. Je rappelle que, pour la petite histoire, nous avons en date du 20 août dernier une dame de 34 ans, enceinte malheureusement de 34 semaines, qui se présentait à l'hôpital général de référence de Boulapé dans un tableau de fièvre, de diarrhée avec du sang et des vomissements sanguinolents aussi. La situation s'est rapidement détériorée. 28 cas ont été recensés, dont 15 décès, soit un taux de létalité supérieur à 75%, un chiffre particulièrement alarmant pour les autorités sanitaires. Nous avons 28 cas qui ont été répertoriés et nous avons eu 15 décès, ce qui nous fait un pourcentage de décès, de létalité comme on dit, de 53,6%. Ebola, c'est une maladie grave qui se propage par contact direct. Une équipe de riposte a été déployée en urgence sur le terrain. Le premier prélèvement confirme la présence active du virus. 5 tests positifs sur 6 échantillons analysés. Face à la menace, les autorités s'organisent. Traçage de contacts, vaccination de personnes à risque, renforcement de mesures d'hygiène et campagne de sensibilisation. Les symptômes de la maladie restent redoutables, fièvre élevée, vomissements, diarrhée et parfois des saignements. Les experts pointent également du doigt la fragilité de l'écosystème local et appellent à une vigilance renforcée. La RDC, régulièrement frappée par des flambées d'Ebola depuis 1976, doit une nouvelle fois faire face à l'un des virus les plus meurtriers de ces dernières décennies.
Une brève dans ce journal, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix en visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre 2025, a rencontré ce jeudi à Kinshasa certains leaders politiques. Parmi les figures de l'opposition figure notamment Jean-Marc Kabunda Kaboun de la coalition de la gauche congolaise. Cette mission qui s'inscrit dans le prolongement de sa précédente visite en février-mars 2025 vise à réaffirmer l'engagement constant des Nations Unies en faveur des processus de paix en cours. D'autres rencontres sont prévues avant son départ pour Bunia en Ituri. Et puis depuis juin, une nouvelle vague d'attaques en Ituri, dans le nord-est de la RDC, a fait des dizaines de morts, provoqué des déplacements massifs et saturé les structures médicales. Médecins sans frontières appellent à protéger les civils et à garantir l'accès aux soins. Dans Momat pour le commentaire. Depuis fin juin, la province de l'Ituri est secouée par une flambée de violences. Des attaques ciblées contre les civils se multiplient, comme à Djangui, Katou ou Commandant, où plus de 40 personnes ont été tuées dans une église. À Bunia, même la capitale provinciale n'est plus épargnée. Ces exactions provoquent de morts, des blessés graves et des déplacements massifs. Plus de 1,56 million de personnes sont aujourd'hui déracinées. L'hôpital Salama de Bunia, soutenu par MSF, est en surcharge permanente. Entre juillet et août, 105 patients y ont été admis pour des blessures graves. Mais la majorité des victimes, souvent situées dans des zones isolées comme Drodro ou Nizi, ne parviennent jamais jusqu'à un centre de soins. En plus des blessures visibles, les survivants souffrent des traumatismes profonds dans un contexte d'insécurité constante et de raréfaction des financements humanitaires. Face à cette crise qui s'aggrave, Médecins sans frontières alerte sur l'urgence de protéger les civils et de rétablir un accès humanitaire sans entrave. Ce qui se passe en Ituri est inacceptable. La protection des populations doit être une priorité, déclare Asiya Mangomedova, chef mission MSF. L'organisation humanitaire appelle les groupes armés et autorités à mettre fin aux violences et à garantir des soins pour tous. Le deuxième dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert mercredi en Afrique du Sud, initié par la fondation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Ce dialogue réunit notamment les principaux acteurs politiques de la RDC, dont les principaux opposants. José Junior Ouawa. Pour la cérémonie d'ouverture de ce deuxième dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique tenue mercredi à Goten, c'est l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, fondateur de la fondation qui porte ce nom, et donc l'initiative de cette conférence qui s'en était chargée. Au premier jour, d'anciens présidents de la République, de membres du gouvernement, de parlementaires, de diplomates, de responsables religieux, des universitaires, des experts en sécurité ainsi que des acteurs politiques et de la société civile venus d'Afrique et du monde entier qui se sont fait remarquer lors de cette cérémonie. Placé sous le thème priorité pour la paix et la sécurité en Afrique dans un contexte de crise multiple, le panel inaugural de haut niveau est animé par des personnalités de premier plan. Il s'agit notamment de Kazan Uten, ancien président mauricien, Joachim Chissano, ancien président de Mozambique, et l'ambassadeur Willine Nlampo, ancien conseiller à la sécurité nationale d'Afrique du Sud et diplomate doté d'une longue expérience régionale et internationale. Invité à prendre part à ces assises consacrées aux stratégies innovatrices de promotion de la paix et de la sécurité par des mécanismes de dialogue inclusif et transparent, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est fait représenter par une importante délégation de ce regroupement politique Front commun pour le Congo. D'autres personnalités ont par contre fait le déplacement, tandis que le gouvernement congolais a lui boycotté l'initiative. Son porte-parole Patrick Mouyaya a fait savoir que plusieurs initiatives similaires étaient en implémentation, notamment l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda, le pourparler de Doha entre Kinshasa et la rébellion de M23 ou le travail du comité de réflexion sur les dialogues national inclusifs. Une autre initiative du même genre n'était pas tout simplement la bienvenue. Vous avez reconnu la voix de José Junior Ouawa. Dans ce commentaire, il est justement là pour parler de cet élément. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Que peut-on retenir justement de ce dialogue de la Fondation Mbeki ?
Merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est un dialogue qui mérite l'attention du public et qui mérite un commentaire de la part de Géopolis parce que vous savez, il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de ces dialogues-là. Jusqu'à un certain moment, l'opinion publique s'est emballée autour de ce dialogue. Il s'agit justement d'un cadre de concertation, un cadre d'échange où la Fondation Beki, qui est à sa deuxième édition d'ailleurs de cette conférence, nous sommes à la deuxième édition 2025, et qui lutte justement, et qui met à la disposition des décideurs du monde politique d'un certain nombre de réflexions qui vont permettre à ce que les décisions soient prises autour de sur base de ce qui est proposé. Déjà rien qu'en regardant la composition de panel, vous allez trouver effectivement qu'il y a des universitaires qui sont dedans, vous allez trouver des diplomates, vous allez trouver des experts en sécurité, vous allez trouver des anciens présidents, vous allez trouver des anciens membres du gouvernement, tous qui ont une certaine expérience dans ce domaine de la sécurité, de la paix à travers le monde, à travers le continent africain, parce qu'au finish, il est question pour l'ancien président sud-africain de créer une plateforme à même de pouvoir proposer des solutions à la résolution des différentes crises. Aujourd'hui, par exemple, vous avez en Afrique, vous avez la crise en République démocratique du Congo, vous avez la crise au Mozambique, vous avez la crise au Sahel, vous avez la crise dans un certain nombre de pays du continent où beaucoup d'initiatives sont prises, notamment sur le plan international, mais au niveau du continent, effectivement, il y a toujours des initiatives. Alors, la Fondation se base sur un certain nombre d'expériences qui ont été vécues par des personnalités. Lui-même, d'abord, le président Beki, il avait été président de l'Afrique du Sud, c'est le deuxième président post-apartheid, donc après Nelson Mandela, c'est lui qui l'a succédé. Avec son expérience, il voulait mettre justement à la disposition du continent son expertise en réunissant d'autres experts pour donner un certain nombre d'éléments. Alors aujourd'hui, par exemple, les panels a discuté autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On a rappelé dans le reportage que le pays qui est secoué par cette crise sécuritaire que tout le monde connaît, et il a besoin de la contribution d'un certain nombre de choses, même si aujourd'hui on sait que la RDC est engagée sur beaucoup de fronts. On l'a rappelé dans le reportage que les pays discutent avec les M23, la rébellion du M23, dans le cadre des accords pour parler de Doha. Oui. Vous vous souvenez encore que la RDC travaille aussi avec les Américains, avec les Rwandais dans le cadre de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Au même moment, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a lancé un appel à la classe politique pour que finalement que les gens puissent trouver un compromis sur ce qui se passe, ce qu'on dirait même la stabilité politique. Et déjà, il y a eu la mise en place du comité de réflexion qui est aujourd'hui composé notamment des églises, les prélats de l'église catholique et de l'église du plus au Congo, qui travaillent avec une commission mise en place par le chef de l'État pour tenter de renforcer et approfondir la réflexion, pour tenter de trouver la solution à la crise congolaise. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir aujourd'hui au sujet de ce qui se passe en Afrique du Sud. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de déplacements, mais le gouvernement, lui, n'a pas jugé opportun d'y aller parce que déjà au niveau local, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce cadre-là. Merci beaucoup, José Junior Wawa, pour ces éclaircissements. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal. Suspension floue du gouverneur, rivalité à la tête de la mairie de Lubumbashi. Le Haut-Katanga traverse une zone de turbulence. Les députés nationaux s'en remettent désormais au vice-premier ministre de l'Intérieur. Le caucus des députés nationaux du Haut-Katanga a été reçu mercredi par Jacquemain Chabani pour discussion de ces deux points. L'essentiel de cet entretien dans ce reportage signé dans Momat. La situation dans le Haut-Katanga prend des allures d'imbroglio institutionnel. Le gouverneur de la province, suspendu dans des conditions peu claires, reste dans un flou total quant à son avenir politique et administratif. Pendant ces temps, la mairie de Lubumbashi est au cœur d'une confusion. Deux individus revendiquent simultanément la gestion de la ville, chacun se disant légalement désigné. Face à cette crise qui couvre depuis plusieurs semaines, une délégation des députés nationaux élus du Haut-Katanga a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Objectif, obtenir des éclaircissements sur la ligne officielle du gouvernement face à ces développements. Nous sommes les élus du caucus de la province du Haut-Katanga
Nous sommes venus voir l'autorité de la territoriale nationale de la RDC, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a reçus. Et notre rencontre a été basée sur deux préoccupations, comme vous le savez. Dans notre province, le Haut-Katanga, il y a la problématique du gouvernorat et de la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé avec l'autorité parce que la population voudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le quid de l'absence de l'autorité à la tête de la province et tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. À l'issue de cette rencontre, les députés se sont dit fixés et ont promis leur plein soutien au VPM de l'Intérieur. Selon eux, les décisions prises jusqu'ici par ces derniers n'ont souffert d'aucune contestation valable et s'inscrivent dans le cadre du respect de l'ordre institutionnel. Nous sommes ici à porter main forte au VPM et jusque-là, nous pensons que les décisions que le VPM est en train de prendre ne vont pas à l'encontre de l'attente de la population. Parce que chaque fois que le VPM prend une décision, nous sentons une quiétude, nous sentons la paix. Donc ce sont des décisions qui apportent la stabilité au sein de notre population. Il faut dire que la province du Haut-Katanga traverse une crise silencieuse depuis quelques temps. Si aucun affrontement ouvert n'a été observé, les tensions politiques, le jeu d'influence et les incertitudes autour de la gouvernance provinciale continuent d'alimenter une instabilité que peu osent nommer officiellement. Je l'ai dit tantôt, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé ce jeudi au centre financier de Kinshasa au lancement officiel des activités de la commission permanente interministérielle chargée de la rationalisation de la parafiscalité. Dans son discours, la chef du gouvernement a rappelé les défis multiples auxquels la RDC est confrontée. Suivez. C'est avec un profond sens de responsabilité et de détermination que je prends la parole aujourd'hui pour lancer officiellement les travaux de rationalisation de la parafiscalité dans notre pays. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à cette réforme essentielle pour la transparence, l'efficacité et la crédibilité de notre gouvernance publique. Mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une conjoncture particulière. Sur le plan sécuritaire, la guerre injustement imposée à l'Est par le Rwanda et le M23 continue de peser lourdement sur nos finances publiques. Sur le plan économique, la stabilité macroéconomique demeure un impératif, marqué aussi par le respect de nos engagements internationaux, notamment dans le cadre du programme économique appuyé par le Fonds monétaire international. Enfin, le climat des affaires exige des réformes profondes pour restaurer la confiance et attirer des investissements privés. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réforme de la parafiscalité, une démarche visant à moderniser nos finances publiques, à renforcer la transparence et à rationaliser l'utilisation des ressources de l'État. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que notre système parafiscal est fragmenté, comme cela a été dit avant moi, par la prolifération des actes et organismes publics, par l'inefficacité dans l'allocation des ressources et par le manque de redevabilité. Ce diagnostic nous oblige à agir avec rigueur et méthode. Dans un autre registre, une importante réunion de prise de contact entre le ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, et le directeur général du Fonds de promotion de l'Industrie, Hervé-Claude Toumba Batunkoke. L'entretien s'est déroulé ce mercredi 3 septembre au cabinet du ministre de tutelle. Les précités ont échangé sur plusieurs sujets relatifs à leurs missions et tâches respectives, conformément à la vision pour l'industrialisation du pays. Suivez. Une importante réunion de prise de contact entre le ministre de l'Industrie
Aimé Boji Sangara, et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Toumba Batunkoke Hervé Claude. L'entretien s'est déroulé ce mercredi 3 septembre au cabinet du ministre. Boji Sangara et le directeur général Toumba Batunkoke ont échangé sur leurs missions et tâches respectives et conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui met un accent particulier sur l'industrialisation du pays. Pour le président Tshisekedi, après l'indépendance politique acquise en 1960, la deuxième indépendance est économique. Le FPI a ainsi la lourde responsabilité de financer des unités de transformation. C'est pourquoi le nouveau management tient à faire du FPI une institution robuste centrée sur les financements des projets innovants et des investissements ayant un impact réel sur l'économie du pays. Technocrate aguerri, le directeur général Toumba Batunkoke travaille jour et nuit depuis sa nomination à la tête du FPI. La levée de fonds au niveau international pour le financement des investissements lourds en République démocratique du Congo sont parmi les priorités de son mandat. Le ministre Boji Sangara a promis tout son soutien au DG Toumba Batunkoke. Il sera le porte-parole de cet établissement public auprès de l'exécutif. Il sera toujours attentif à toutes les préoccupations du FPI. Il faut souligner que les points de convergence entre les deux personnalités augurent une parfaite harmonie. Le DG du FPI s'est également entretenu avec Madame Sylvie Elengue, DG de la RTNC. Les deux mandataires publics se sont accordés sur le renforcement de leur collaboration, mais aussi et surtout sur les financements des projets rentables et bénéfiques pour les deux parties. À l'issue de l'entretien, Madame Sylvie Elengue s'est confiée à la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons échangé sur les possibilités de collaboration entre nos deux institutions, étant donné que nous portons déjà l'image officielle et la communication officielle du Fonds de promotion de l'industrie. C'était une possibilité pour nous de consolider ce partenariat et de le renforcer pour permettre à ce que les activités du FPI soient mieux vulgarisées à travers la République et surtout dans nos différentes chaînes. Parlons économie après. Près de 2 milliards de francs congolais ont été mobilisés pour le seul mois août 2025 par les régies financières de la RDC, une performance historique saluée par le gouvernement via le ministre des Finances Doudou Fwamba lors de la séance d'évaluation des assignations tenue mercredi à Kinshasa. Les détails dans cet élément. Près de 2 milliards de francs congolais ont été mobilisés pour le seul mois août 2025 par les régies financières de la RDC, une performance historique saluée par le gouvernement via le ministre des Finances Doudou Fwamba lors de la séance d'évaluation des assignations tenue ce mercredi à Kinshasa. Les détails dans cet élément. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, s'est doté d'un plan triennal 2026-2028 à l'issue d'un atelier organisé récemment à Kinshasa. Son directeur général, Hervé Claude Toumba Batunkoke, a, devant la presse nationale, parlé des objectifs de ces plans, les actions prioritaires à mener et les résultats attendus pour faire de cet établissement public une véritable boussole du secteur industriel en RDC, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi. Nous avons la satisfaction de constater que ces travaux se clôturent sur une note positive avec, je l'espère, un plan cohérent décrivant de manière claire les objectifs spécifiques à atteindre et les actions précises à mener identifiées par la Commission. Ce plan constitue une boussole essentielle pour guider rationnellement notre institution vers l'atteinte des objectifs que l'État congolais nous a assignés. Je suis persuadé que notre institution disposera d'une véritable feuille de route pour lui permettre de mettre en œuvre efficacement sa mission une fois adoptée. J'ai noté en effet qu'au nombre des priorités retenues figurent les actions suivantes.
identifier des sources de financement innovantes, adopter de nouvelles stratégies de financement, notamment la prise de participation et développer des mécanismes de cofinancement des projets. Mettre en place des outils d'analyse et d'évaluation des projets conformes aux standards internationaux. Informatiser et digitaliser les processus organisationnels du Fonds de promotion de l'industrie. Mettre en place un accompagnement approprié dans la gestion des projets en difficulté. Maximiser les recettes de la taxe de promotion de l'industrie et renforcer les recouvrements sur les prêts demeurés impayés. Toutes ces actions cadrent avec les exigences de redressement de l'entreprise et la volonté de la direction générale d'aligner notre institution sur les standards internationaux. Elle doit contribuer davantage à la transformation de nos richesses en biens et services utiles, à la diversification de notre appareil productif et à la création d'emplois, ce qui va en droite ligne avec la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire du Fonds de promotion de l'industrie le moteur de la croissance économique tirée par l'industrie. Fin des citations, place au travail. Vous venez plutôt de suivre un autre élément à la place, celle de l'industrie. Le Fonds de promotion de l'industrie se dotait d'un plan triennal 2026-2026 à l'issue d'un atelier organisé récemment à Kinshasa. Son directeur général, Hervé-Claude Toumba Batou-Konké, a devant la presse nationale parlé des objectifs de ce plan, les actions prioritaires à mener et les résultats attendus pour faire de cet établissement public une véritable boussole du secteur industriel en RDC. C'était Dieudonné Boinali pour de plus amples détails dans cet élément. Faites place à présent, mesdames, messieurs, à la page internationale. Alors que le Mali mise sur le lithium pour diversifier ses revenus miniers dominés par l'or, l'arrivée des deux premières mines s'accompagne de nouveaux défis pour l'État. L'un des deux réside dans la détermination transparente des prix de transfert sur un marché du lithium si opaque. Blaise Kouzola. Avec l'ouverture de deux mines de lithium, Goulamina en 2024 et Bougouni en 2025, le Mali est plus que jamais confronté à la pratique de prix des transferts dans son secteur minier. Cette pratique habituelle pour le multinational est désignant les transactions financières, commerciales ou techniques entre une filiale implantée dans un pays et sa maison mère à l'étranger pose un risque pour les autorités fiscales d'un pays minier. Les prix des transferts peuvent se matérialiser de différentes manières, qu'il s'agisse de la vente du produit minier à une filiale du groupe à l'étranger, de la facturation des services techniques par la maison mère à sa filiale locale ou de l'utilisation de brevets et des marques entre entités du même groupe. Dans tous les cas, ces transactions se déroulent à l'intérieur du groupe et non sur un marché ouvert, ce qui rend la détermination du prix complexe et sujette à interprétation fiscale. Le lithium du Mali illustre particulièrement cette complexité, contrairement à un supermarché ou à des matières premières comme l'or dont le prix est bien connu. Le marché du lithium est beaucoup plus opaque. Le contrat des ventes de la production des deux premières mines de lithium au Mali s'inscrivent dans ces contextes avec des accords d'approvisionnement en place entre la société locale exploitant chaque site et son principal actionnaire chinois. À Goulamina, Ganfeng Lithium, qui détient 65% du projet, prévoit de production de 506 000 tonnes de concentré de lithium dans la phase 1 avec une montée potentielle à 1 million de tonnes lors de la phase 2. Groupe intégré sur toute la chaîne de valeur du lithium, Ganfeng précise que le Goulamina lui fournira du concentré du lithium de haute qualité et à faible coût destiné à ses usines de carbonate et d'hydroxyde. À Bougouni, Kodal Minerals, opérateur britannique, a signé en juin 2025 un accord avec Aina Mining, actionnaire majoritaire de la co-entreprise, pour lui vendre la totalité de la production de concentré de spodumène pendant 4 ans.
francs. Si les autorités n'ont pas fait de commentaires sur ces dossiers, la décision traduit une vigilance accrue face à un risque fiscal encore inédit pour le pays. L'enjeu pour le Mali, dont l'or est jusqu'ici le principal produit minier extrait, n'est pas seulement de lancer une nouvelle filière minière, mais de s'assurer que la valeur créée par l'or blanc ne soit pas captée ailleurs au détriment de ses recettes fiscales. En dépit de la hausse des crédits au sein de l'UMOA, la montée des créances douteuses met à l'épreuve les bilans bancaires avec un provisionnement moyen de 61,8%. Loin des standards, le risque reste élevé. Blaise Kouzola pour les commentaires. En mars 2025, les banques de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, ont porter leurs encours à la clientèle à 38 929 milliards de francs CFA, soit 69,14 milliards de dollars, selon les données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Une progression de 3,6% sur un an qui traduit une demande soutenue des ménages et des entreprises. Mais derrière cette dynamique, un constat persiste. La qualité des portefeuilles se dégrade et les provisionnements restent insuffisants pour absorber le risque. Les créances brutes en souffrance atteignent désormais 3 442 milliards de francs CFA, en hausse de 64 milliards de francs CFA en un an. Le taux brut de dégradation s'élève à 8,8%, en légère baisse par rapport à 9% en mars 2024, mais encore élevé au regard des standards internationaux. Cela signifie que près d'un crédit sur 11 est classé en souffrance. Le taux net corrigé des provisions reste stable à 3,6%. Cette moyenne régionale masque d'importantes disparités nationales. Alors que la Côte d'Ivoire et le Togo améliorent leurs indicateurs, le Niger et la Guinée-Bissau continuent d'afficher de nouveaux risques préoccupants. Le véritable point d'alerte est les taux de couverture de créances douteuses par les provisions qui s'établit à 61,8% contre 62,6% un an plus tôt. C'est-à-dire sur 100 francs CFA des créances douteuses, les banques n'ont mis de côté que 61,8 francs CFA de provisions. Le reste est exposé. Cette situation est loin des standards internationaux qui dépassent souvent 80%. Le risque résiduel demeure élevé, surtout concentré dans les pays fragiles. La Côte d'Ivoire est les pays où les banques provisionnent le mieux avec 76%, ce qui renforce la solidité de son système bancaire. Mais ailleurs, le ratio inquiète. Guinée-Bissau, Niger, Bénin et Mali, même au Sénégal, deuxième économie de l'Union, le taux de couverture a reculé à 58,6%. La Côte d'Ivoire et les Togo font figure de bons élèves avec des taux de dégradation maîtrisés. À l'opposé, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Bissau et le Niger présentent des ratios préoccupants. Dans ces pays, l'insuffisance de provisions accentue le risque de perte non absorbée. Le Bénin, pourtant en amélioration sur son taux brut, a vu son provisionnement chuter de 76% à 51,9% en un an. Risqué qui traduit la volonté des banques de préserver leur rentabilité immédiate au détriment de la solidité à long terme. L'actualité, c'est aussi par la lecture des différents journaux parus dans la ville de Kinshasa ce jeudi 4 septembre. Revue de presse dans une sélection et commentaires de Dambomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse congolaise de ces jours livre une actualité riche à la croisée des urgences sanitaires, des tensions politiques et des aspirations à une gouvernance plus transparente. L'agence congolaise de presse alerte en priorité sur une situation sanitaire préoccupante dans le Kasaï, où IDC, présentant les symptômes cliniques typiques d'une fièvre hémorragique de type Ebola, ont été enregistrés depuis le début du mois dans la zone de santé de Boulapé, territoire de Mweka. Selon le propos d'Odette Kama, ministre provincial de la Santé, 3 membres du personnel soignant figurent parmi les victimes, ce qui ne fait qu'amplifier l'inquiétude face à un risque de propagation. Ces drames sanitaires interviennent dans une zone déjà fragile et rappellent tragiquement les précédents épisodes d'Ebola en RDC. Dans un tout autre registre, le phare nous transporte à Kinshasa où la rentrée parlementaire prévue dans 10 jours s'annonce électrique. Si la session de septembre est traditionnellement consacrée au budget, la tension semble ailleurs. Des rumeurs persistantes évoquent des pétitions visant la déchéance des présidents
des deux chambres, Vital Kamere pour l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samaloukonde pour le Sénat. Cette perspective, selon le quotidien, jette une ombre sur les travaux parlementaires à venir et laisse entrevoir des recompositions politiques majeures. Info 27 propose une note plus constructive en mettant en lumière l'approche budgétaire du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Ce dernier a lancé un cycle de concertation avec les ministères sectoriels en vue de bâtir les budgets 2026 sur des bases participatives et réalistes. L'ambition affichée, rompre avec l'arbitraire des chiffres, répondre aux besoins concrets de la population et rétablir la crédibilité de l'action publique. Une démarche saluée pour sa volonté d'instaurer une gouvernance économique plus responsable. Enfin, Tempête des Tropiques revient sur une décision judiciaire saluée par la nouvelle société civile congolaise comme un signal fort dans la lutte contre la corruption. La condamnation de l'ancien ministre de la Justice à 3 ans de travaux forcés. Si l'organisation salue cette avancée, elle rappelle l'urgence de rouvrir d'autres dossiers emblématiques, notamment celui de 100 jours. Pour la NSCC, la justice ne doit pas se limiter à des cas isolés, mais démontrer une réelle volonté de rupture avec l'impunité et des restaurations de l'état de droit. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que nous bouclons cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle ses principaux titres. L'épidémie d'Ebola refait surface pour la 16e fois en RDC. L'annonce officielle a été faite ce jeudi 4 septembre par le docteur Samuel Roger Kamba, ministre congolais de la Santé. Lancement ce jeudi des activités de la commission permanente interministérielle chargée de la nationalisation de la parafiscalité. Vous avez suivi le point dans ce journal avec la première ministre sur les défis auxquels la RDC est confrontée dans le secteur. À l'international, arrivée au Mali du lithium et l'or s'accompagne de nouveaux défis pour l'État. L'un d'eux réside dans la détermination transparente des prix de transfert sur un marché de lithium assez opaque. Les détails de tous ces éléments, vous l'avez eu dans cette édition. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.